Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, Madame la maire de Paris, ma chère amie Anne Hidalgo, qui est de tous mes combats depuis si longtemps, et notamment du combat contre l'antisémitisme, Messieurs les Premiers ministres, Messieurs les ministres, chers amis, cher Jean-Marc Dumontet, qui nous accueille dans cet endroit magique et que je remercie du fond du cœur. Quelques mots sur le contexte et le déroulé de cette soirée. Le contexte, vous le connaissez. Il y a 80 ans, en 1945, l'Europe se remettait à grand-peine d'une tentative de suicide. Son âme, sa culture, son futur tenait à un fil tendu au bord d'un abîme innommable. Cet abîme, c'était la destruction des Juifs d'Europe. En 1945, il y avait une Pologne sans Juifs polonais, une Allemagne sans Juifs, amputée de son lumineux et magnifique Yiddishland. Il y avait une France qui s'était en partie amputée des descendants des grands légistes qui avaient fabriqué le contrat social à la française en souvenir du royaume des Hébreux. Une France amputée des descendants de ceux qui avaient imaginé et parfois organisé et sacré les rois de France au nom des rois David et Salomon, parce que c'était ça la royauté française. Nous avions une France que l'on avait tenté d'amputer des héritiers de Rachy, de Marcel Proust, c'est-à-dire des inventeurs de la langue française. Et c'est cet abîme-là qui fait que la France, que l'Europe, était en train de mourir. Elle était à l'agonie. Des femmes et des hommes, une compagnie de pionniers, se sont levés alors et ont décidé, comme vous le savez, de refonder une Europe dont le nom ne prêta pas à rougir. Ils ont fabriqué, ils ont posé les bases de cette Europe en faisant le serment d'en finir avec les fascismes, très vite d'en finir avec les colonialismes, un peu plus tard de ne plus nouer le moindre compromis avec les totalitarismes, mais peut-être plus profondément, sachant que ce naufrage de l'Europe, que ce suicide de l'Europe tenait fondamentalement à cette tentative de destruction des Juifs, ils ont fabriqué cette nouvelle Europe sur un pacte qui était le pacte ou le théorème d'Adorno, le plus jamais ça de l'antisémitisme. Le vrai socle, le vrai sol, le vrai fondement dans l'esprit des fondateurs de l'Europe, c'était ce refus absolu, radical, de la haine des Juifs et de ce dont ils étaient les porteurs. Les grands pionniers de l'Europe, c'étaient des lecteurs de Kafka et de sa prémonition
de la solitude du peuple juif et d'Israël. Les fondateurs de l'Europe étaient des femmes et des hommes qui avaient lu Primo Levi. C'étaient des femmes et des hommes qui avaient lu Malaparte et son effroyable roman de guerre, Caput, qui s'ouvrait sur des images d'un palais proustien au royaume de Suède et qui, après une traversée d'épouvante du continent européen, se terminait avec le pogrom de Iassi en Roumanie. Et les fondateurs de l'Europe ont dit « plus jamais ça ». 80 ans ont passé depuis ce serment. Et 80 ans plus tard, l'Europe est aujourd'hui de nouveau au bord de l'abîme. Vraiment, je le pense, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé, avec mes camarades de la règle du jeu, j'ai pris l'initiative de cette soirée. Elle est au bord de l'abîme, pas pour des raisons économiques, même si l'économie européenne est parfois chancelante, pas pour des raisons culturelles, même si la culture européenne d'aujourd'hui est encore loin de son fabuleux scintillement d'avant la destruction des Juifs. Ce n'est pas davantage sa souveraineté politique qui la met en crise, même si elle s'obstine étrangement, l'Europe, à vouloir demeurer une sorte de banlieue du monde et de l'histoire. Non, ce qui fait que l'Europe est de nouveau au bord de l'abîme, c'est ce phénomène inimaginable pour un homme ou une femme de ma génération, et je crois pour les générations suivantes, qui est ce retour foudroyant de la haine des Juifs. Elle n'était jamais partie, naturellement. Elle était toujours là, endémique, et les Juifs, les amis des Juifs, les démocrates, les amis de la France, avaient appris, bien sûr, à la contenir, à lui résister. Mais elle prend, depuis quelques mois, des formes inédites et d'une violence extrême. Pas à cause de la guerre livrée par Israël au Hamas. Cette haine-là, elle a commencé avant la riposte israélienne, comme vous le savez. C'est dès le 8 octobre que les premiers signes, et peut-être les plus foudroyants, ont été énoncés. Vous les connaissez, je ne vais pas y revenir, d'autant qu'ils seront évoqués par d'autres que moi tout au long de cette soirée. Mais enfin, nous sommes pour la première fois depuis 80 ans dans une France, dans une Europe, où l'on peut empêcher une chanteuse de se produire à Malmö et où il faut des forces policières considérables pour lui permettre de braver la meute de salopards qui l'insultent et qui tentent de l'empêcher de se produire. Nous vivons dans une Europe où l'on peut impunément traiter un député de la République de porc. Nous vivons dans une Europe où les ennemis de la République et où les ennemis de la France savent cette terre si vulnérable à cette peste-là, qu'ils l'instrumentalisent, qu'ils s'en font un levier. Je pense à la Russie de Poutine, que la France affronte aujourd'hui, diplomatiquement, politiquement, peut-être demain un peu plus, et qui en effet est vraisemblablement à l'origine des manipulations que nous savons. Donc c'est ça, la France et l'Europe d'aujourd'hui, nous le savons tous et nous en avons tous les jours de nouveaux signes. Après, nous sommes à la veille, à quelques jours, à 6 jours, d'une élection cruciale, l'élection
au Parlement des citoyens de l'Europe, l'élection au Parlement des patriotes européens. Nous sommes à la veille de cette élection cruciale. Si ce que je tentais de dire tout à l'heure, et dont je crois nous sommes nombreux à être convaincus, est vrai, c'est-à-dire si le vrai gouffre, la vraie béance, le vrai trou sur lequel l'Europe a dû se fonder, c'est la destruction des Juifs, leur réprobation, leur diffamation. Logiquement, il ne devrait pas y avoir de sujet plus crucial, plus brûlant, qui anime davantage le débat électoral que ce sujet-là. La question de Malmö, la question de la tornade qui est en train de souffler sur l'Europe, ça devrait être un sujet central, sinon le sujet décisif, celui où tout se joue de cette élection de dimanche prochain. Or, je regarde, nous regardons tous, nous voyons bien un parti, la France insoumise, qui parle de ça, mais de la façon que vous savez, en incendiaire des esprits, en mettant le feu aux âmes, en instrumentalisant cet antisémitisme, et bien plus encore, je crois, en l'inspirant. La France insoumise, le parti de M. Mélenchon, le parti de Mme Rima Assad, est aujourd'hui un parti peuplé, non pas de machiavéliens qui font des calculs électoraux sordides pour essayer de draguer quelques voix musulmanes, mais ce parti-là est peuplé de gens qui parlent comme Édouard Drumont, comme le premier Maurice Barrès, qui parlent comme des antisémites, qui, lorsque la présidente de l'Assemblée nationale se porte à Tel Aviv pour apporter son soutien aux otages, parle d'elle, comme Édouard Drumont, en semblables circonstances, pouvait s'exprimer dans sa France juive au moment de l'affaire Dreyfus. Madame Braun-Pivet, ce jour-là, d'après M. Mélenchon, allait camper à Tel Aviv et perdait de fait la légitimité qui lui permettait d'incarner la représentation nationale du peuple français. Donc il y a ce parti-là qui en parle, mais avec les mots de l'infamie. Il y a l'extrême droite qui, lorsque le député LFI, dont je ne veux même pas prononcer le nom parce qu'il m'écorche la langue, traite l'un de ses collègues de cochon, il y a l'extrême droite qui voit l'un des siens, M. Chatillon Frédéric, conseiller de Mme Le Pen, ami et proche de Bachar el-Assad, qui, comme on sait, contrairement à l'ultra-nazi Israël, inonde son peuple depuis 10 ans de roses et de bonbons. M. Chatillon Frédéric félicite le député de la France insoumise, et ainsi font aussi ceux chez qui nous savons que le député en question s'est initié à la question juive, comme il dit, c'est-à-dire Alain Soral et Dieudonné. Donc il y a cette extrême droite et cette extrême gauche. Alors l'extrême droite qui, en effet, nous raconte qu'elle a rompu avec l'antisémitisme de ses fondateurs. Je ne vais pas entrer dans ce débat. J'ai un procès avec Jordan Bardella qui arrivera dans quelques mois, qui sera jugé dans quelques mois, pour avoir douté de la réalité de cette conversion. Et pour avoir notamment dit, d'ailleurs, qu'on ne rompait pas avec l'antisémitisme par décision d'un bureau politique, que l'antisémitisme était un poison de l'âme dont on ne se défaisait pas d'un trait de plume. Donc,
Donc, je mets à part les deux extrêmes populistes, mais je regarde les partis républicains. Les partis républicains, les grandes listes républicaines. Je regarde, j'écoute, et on a beau tendre l'oreille, ce n'est pas faire insulte ni à l'une ni aux autres que de dire que ce sujet-là n'est pas en tête de leur agenda politique, ne semble pas faire partie de leurs priorités. L'Europe traverse une crise existentielle. L'antisémitisme est une menace existentielle qui pèse sur l'Europe. Si ce que je disais en commençant est exact, alors c'est véritablement une menace existentielle. Et je n'entends pas, en tout cas jusqu'à présent, je n'entends pas que cette menace existentielle soit prise en compte par les candidats honorables, par les candidats respectables, par les listes républicaines. De là, et encore une fois, si vraiment, comme me l'a dit un jour Joschka Fischer, il y a 20 ans, je l'avais interviewé pour le journal Le Monde, si vraiment le vrai ground de l'Europe d'après 1945, si vraiment son vrai fondement est dans ce refus sans appel, acharné, sans compromis, de la haine du non-juif, pour parler comme mon ami Jean-Claude Milner, alors le moins que l'on puisse dire est que les héritiers de la compagnie de pionniers qui avaient lu Adorno, Malaparte et Kafka ne sont pas aujourd'hui à la hauteur. C'est pourquoi, donc, la règle du jeu a pris l'initiative de ce soir. La règle du jeu, c'est une revue littéraire, c'est une revue d'écrivains, c'est une revue qui, si cela était à refaire, pour reprendre le mot célèbre, recommencerait peut-être par la littérature. Mais c'est une revue qui s'est fondée, pour celles et ceux qui peut-être ne l'auraient pas présente à l'esprit ou seraient trop jeunes pour en avoir été témoins, c'est une revue qui s'est fondée en 1990 sur les ruines du mur de Berlin, et dans l'idée, elle a été fondée par des grands écrivains européens, Jorge Semprún, Claudio Magris, Salman Rushdie, par des écrivains européens selon l'esprit, parce que l'Europe, ce n'est pas seulement un territoire, c'est une idée, ce n'est pas seulement une catégorie géographique, c'est une catégorie de l'être. Elle a été fondée par ces grands Européens selon l'esprit, que sont Mario Vargas Llosa, qu'était mon ami Amos Oz, dont David Grossman a pris le relais au comité éditorial de notre revue, au moment de sa disparition, et même d'ailleurs un peu avant. Donc la règle du jeu, c'est cela. C'est cette revue d'écrivains qui, dès sa naissance, a considéré que rien n'était plus urgent que de prendre très au sérieux cette question de l'Europe en train de se réunifier, en train de se réconcilier avec elle-même, en train de rompre avec cette captivité dont une moitié d'elle avait été victime, pour parler comme cet autre ami de la règle du jeu qu'était Milan Kundera. Donc la règle du jeu, c'est ça, et c'est elle, la règle du jeu, c'est notre comité éditorial, c'est les jeunes écrivains de la revue aussi, Maria de França, la directrice de la rédaction, nos jeunes camarades, Nathan Dever, Baptiste Rossi, d'autres. La décision, nous l'avons prise, donc, de venir rappeler, au fond, de faire un peu ce que nous avions fait, la même règle du jeu, il y a 31 ans, je crois, ou 30 ans, au moment de la guerre de Bosnie. À l'époque, certains s'en souviennent, le siège de Sarajevo battait son plein et nous avions
pensaient que rien n'était plus urgent, que l'Europe n'avait plus de sens, que ce n'était pas la peine de s'en faire des grands mots si on n'arrêtait pas le siège de Sarajevo. Et nous avions lancé, avec d'autres, avec mon ami André Glucksmann, Romain Goupil et d'autres, une liste Sarajevo aux élections européennes. Ben, c'est un peu dans le même esprit que nous nous réunissons ce soir. Nous nous réunissons ce soir pour dire aux candidats respectables à cette élection, en tout cas à nos yeux, à cette élection européenne, qu'il ne devrait pas y avoir dans ces derniers jours de campagne de sujets plus essentiels qu'ils aient à prendre à bras le corps que celui-là. Il n'y a rien de plus urgent que de remettre sur le métier à tisser cette toile en lambeaux qui, en 1945, avait été sauvée par quelques justes et qui est en train de retomber en pièces. Rien de plus urgent que cela. La règle du jeu, c'est un magazine, c'est un site internet où l'on sait, où l'on se souvient, comme Paul Celan, que l'Europe devrait être le pays des hommes et des livres, et qui est devenu le pays, qui est en train de devenir le pays où les vitupérations les plus infâmes se font entendre. La règle du jeu, c'est une revue où l'on estime que l'Europe a une dette impayable à l'endroit du peuple du livre et que la façon dont ses porteurs ou ses témoins sont diffamés aujourd'hui est une atteinte à la mémoire de l'Europe, à son histoire, mais surtout à son futur. Voilà la raison de notre rendez-vous de ce soir. Vous allez entendre donc successivement, vous verrez, des écrivaines et des écrivains, amis de la revue, des représentants d'organisations juives, antiracistes qui sont ici ce soir avec nous, Yonatan Arfi, président du CRIF, d'autres. Vous allez entendre des directeurs de grands journaux européens, le directeur de la Repubblica, les rédacteurs en chef de l'Expressen de Stockholm, de la Süddeutsche Zeitung à Berlin, qui vont nous donner une sorte d'état des lieux de cette haine-là dans leur pays. Vous allez entendre Madame Delphine Orwiller, vous allez entendre Monsieur le grand rabbin de France, Haïm Corsia. Vous n'allez pas entendre les têtes de liste, nous ne les avons pas invitées puisqu'elles seront ici interpellées, mais vous allez entendre en revanche un ancien Premier ministre, Manuel Valls, Bernard Cazeneuve, qui devait être là et dont je viens d'apprendre qu'il n'a pas la force de venir et qu'il ne s'exprimera pas car il est en deuil de son épouse depuis 48 heures et il vient de me laisser un message pour me dire qu'il serait avec nous en pensée mais qu'il n'aurait pas la force d'être ici physiquement. Et je voudrais immédiatement passer la parole à Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Madame Yael Braun-Pivet.